vous êtes en état d'arrestation pour avoir usurpé l'identité d'un officier fédéral, a annoncé mon frère à toute la pièce, alors même que mon véritable badge militaire pendait autour de mon cou. Il n'avait aucune idée de qui j'étais vraiment. Mon frère m'a arrêté au beau milieu du dîner dominical chez notre grand-mère. Menottes complète, lecture de mes droits, tout le tralala. Il est le chef de la police de notre ville natale et il s'était convaincu que j'étais une sorte d'imposteur fédéral qui montait une arnaque. Il avait tout un dossier de preuves et tout. Il avait même appelé des renforts pour sécuriser le périmètre comme si j'étais un dangereux fugitif. Imaginez la scène. J'étais assis là, une fourchette à la main, en train de manger du rôti quand mon propre sang annonce à toute la famille que je vis dans le mensonge depuis presque 2 décennies. Ma mère se met à pleurer. Mon oncle hoche la tête comme s'il l'avait toujours su. Mes cousins me regardent comme si je venais de faire pousser une deuxième tête. Et Alex, mon frère, se tient là dans son uniforme impeccable de chef de la police avec un air suffisant sur le visage, comme s'il venait de résoudre le crime du siècle. Voici ce qu'il ignorait, je suis en réalité un général 2 étoiles dans le renseignement militaire. Pas capitaine, pas commandant, un général. Le genre qui possède des habilitations de sécurité si élevées que la plupart des membres du Congrès ne savent même pas sur quoi je travaille. Quand mon balise d'urgence s'est déclenchée, une équipe de réponse fédérale s'est mobilisée depuis Fort Claiborne avec mon commandant en chef dans ses rangs. Voir le visage de mon frère quand le major général Marcus Delaney est sorti d'un SUV gouvernemental en uniforme de cérémonie complet, s'est approché de moi menotté et m'a adressé un salut militaire impeccable en m'appelant « Général Caldwell », valait chaque seconde d'humiliation. Valait chaque seconde de ces menottes froides qui me rentraient dans les poignets. Valait les 17 années de dysfonctionnement familial qui avaient mené à ce moment. Mais je vais trop vite. Laissez-moi vous expliquer tout depuis le début, car l'histoire d'un chef de la police qui arrête son propre frère pendant le dîner dominical est bien plus compliquée qu'il n'y paraît. Je m'appelle Cameron, 37 ans, homme. Je suis en service actif dans l'armée depuis 19 ans. Je travaille actuellement à un niveau que je ne peux littéralement pas détailler. Disons simplement que mon travail implique beaucoup de briefings classifiés et de planification stratégique qui ennuieraient la plupart des gens à mourir, mais qui, de temps en temps, permettent au pays de continuer à fonctionner sans accroc. Je vis en dehors de Washington DC dans un complexe d'appartements sécurisés qui n'apparaît pas sur Google Maps. Et la dernière fois que j'ai mis les pieds dans ma ville natale de Chesterfield, en Virginie, c'était il y a 7 ans pour l'enterrement de mon père. Mon frère Alex a 40 ans et il est chef de la police là-bas depuis 3 ans. Avant cela, il a gravi les échelons depuis agent de patrouille jusqu'à sergent puis chef adjoint en 15 ans. C'est l'enfant prodige. Il l'a toujours été. Il est resté près de la maison. Il a épousé sa petite amie du lycée, Jennifer. Il entraîne la petite ligue de baseball chaque été, siège au conseil municipal, fait du bénévolat pour les collectes de fonds des pompiers. Toute l'histoire de réussite d'une petite ville qui rend les mères fières. Pendant ce temps, je suis celui qui a abandonné la famille en m'engageant dans l'armée juste après le lycée au lieu d'aller au community college comme Alex. Peu importe que j'ai servi dans 3 zones de combat. Peu importe que j'ai reçu 2 Bronze Stars et une Purple Hat. Peu importe que j'ai consacré toute ma vie d'adulte à protéger ce pays, y compris la petite ville d'où je viens. Notre relation a toujours été compliquée. Et par compliquée, je veux dire toxique au possible. Quand nous étions enfants, j'étais celui que papa appelait le stratège, parce que j'étais doué pour les puzzles et pour planifier les choses. Je pensais toujours 3 coups à l'avance. Alex était le rock, parce qu'il était physiquement fort, fiable, le genre de gars qui pouvait réparer un moteur de voiture ou construire une terrasse sans transpirer. Je ne m'en suis rendu compte que bien plus tard à quel point cette distinction lui avait perturbé l'esprit. Voyez-vous, Alex avait besoin d'être le meilleur en tout. Quand j'obtenais les honneurs à l'école, il passait des semaines à dire que les notes ne comptaient pas dans le vrai monde. Quand j'ai été accepté dans une université d'État avec une bourse partielle, il faisait des remarques sur le fait que les garçons de l'université finissaient par travailler pour des hommes d'expérience. Quand je me suis engagé et que j'ai commencé à grimper les échelons, il riait et disait que je me contentais de recevoir des ordres pendant qu'il prenait de vraies décisions en tant que policier. Le fait est que papa nous aimait tous les deux, mais il voyait des forces différentes en nous. Et Alex ne supportait pas l'idée que son petit frère puisse être meilleur que lui dans quelque chose, n'importe quoi. Après la mort de papa, la distance entre nous est devenue définitive. J'ai pris un congé de 24 heures pour l'enterrement, je suis arrivé en uniforme de cérémonie,
j'ai présenté mes respects et je suis reparti le lendemain matin avant que quiconque ne se réveille. Ma mère a bien fait comprendre que j'étais une gêne. Je n'avais pas été là à la fin comme Alex, donc mon chagrin était d'une certaine manière moins valable. C'était la dernière fois que nous nous étions parlé en face à face jusqu'à l'arrivée de la lettre. C'était un mardi après-midi vers 15h15 quand la lettre est arrivée sur mon bureau. Un courrier physique, du papier à lettres bleu pâle, l'écriture bouclée de ma mère. Elle avait passé environ 4 niveaux de contrôle de sécurité pour me parvenir, ce qui devrait vous dire quelque chose sur l'endroit où je travaille. La lettre était un chef-d'œuvre de culpabilisation. Elle parlait de combien la famille me manquait, de combien Alex faisait des choses merveilleuses en tant que chef de la police, de combien grand-mère vieillissait et voulait me voir. Le coup de grâce était la dernière ligne, nous organisons un dîner de famille chez ta grand-mère ce dimanche à 18h. Ça fait trop longtemps, Cameron. Il est temps de rentrer à la maison. J'ai lu cette lettre 3 fois et mon instinct me disait que quelque chose clochait. Ma mère ne fait pas d'invitation décontractée. Tout chez elle est stratégique, une façon de réaffirmer la hiérarchie familiale avec Alex au sommet et moi comme l'absence décevante. Mais voilà, j'en avais assez de l'éviter. Pas parce que je voulais encore leur approbation. J'y avais renoncé depuis des années. Je voulais simplement les affronter en tant que l'homme que j'étais devenu, pas en tant que l'enfant dont ils se souvenaient. Clore ce chapitre une bonne fois pour toutes. J'ai demandé un congé de 48 heures. Mon commandant, le général Marcus Delaney, l'a approuvé en moins de 5 minutes avec un mot, affaire de famille. Reste prudent, Caldwell. Appelle si tu as besoin de quoi que ce soit. Ce message allait se révéler bien plus prophétique que nous ne le pensions l'un et l'autre. Le trajet jusqu'à Chesterfield a pris environ 2h30. Je suis parti à 15h30 le dimanche pour arriver pile à 18h. À mesure que j'approchais, le paysage passait de l'étalement de Washington DC aux collines vallonnées de Virginie et aux vieilles fermes. Chaque kilomètre ressemblait à un voyage en arrière dans ma propre histoire. Je suis arrivé en ville à 17h47. Main Street avait exactement le même aspect. Le même magasin de quincaillerie, le même dîner, tout était pareil. Ce qui était nouveau, c'était la voiture de patrouille noire et blanche rutilante garée devant l'hôtel de ville avec « Chief of Police Alex Caldwell » écrit en lettres dorées sur la portière. Ce n'était pas seulement un véhicule. C'était un trône sur roue. J'ai garé ma berline à quelques maisons de chez grand-mère à 17h54. Je suis resté assis 1 minute pour me mettre en condition. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'étrange, une berline sombre que je ne connaissais pas, garée 2 maisons plus loin. Moteur éteint, vitres teintées, et une autre silhouette près du coin, partiellement cachée par une haie. Mon entraînement s'est immédiatement activé. Ce ne sont pas des voisins qui se promènent. C'est un périmètre. Quelqu'un surveillait la maison. J'ai pris note mentalement et je suis sorti de la voiture. Grand-mère a ouvert la porte avant que je puisse frapper. Elle a 80 ans mais elle est toujours aussi vive qu'un clou. Elle m'a serré dans ses bras et, en le faisant, elle m'a chuchoté directement à l'oreille « Je suis tellement contente que tu sois venu, Cameron, mais fais attention. Ton frère prépare quelque chose. Il pense avoir découvert quelque chose. Ne le laisse pas t'atteindre. » Puis elle s'est reculée avec un grand sourire pour ceux qui regardaient et a dit à voix haute « Entre, entre. Tout le monde t'attend. » Le salon était bondé. Maman m'a vu en premier et son sourire n'atteignait pas ses yeux. « Cameron, tu es venu. On commençait à croire que tu nous avais oubliés. » Puis Alex s'est levé du vieux fauteuil de papa. Il se l'était approprié. Apparemment, il fait maintenant environ 1,88 mètres ou peut-être qu'il se tient simplement comme ça. Sa poignée de main était agressive. Un étalage de dominance. « Petit frère » a-t-il dit avec un rictus. « Tu as décidé de nous honorer de ta présence, hein ?» Quelque chose comme ça, ai-je répondu en retirant ma main. Mon oncle Robert m'a adressé un hochement de tête sec. Toujours à jouer aux soldats. Ma cousine Maya m'a offert un sourire timide, mais elle a détourné le regard quand maman l'a fusillé des yeux. Le message était clair, j'étais seul. Le dîner était une guerre psychologique déguisée en rôti. Le plan de table disait tout. Alex était assis en bout de table. La place de papa. Maman était à sa droite. Grand-mère était à l'autre bout. J'étais à mi-table sur le côté, comme un parent éloigné que personne ne voulait vraiment là.
La conversation n'était qu'éloges incessants pour Alex. Alex, raconte à Cameron pour les nouvelles voitures de patrouille que tu as obtenues pour le département. Raconte-lui pour cet événement caritatif que tu as organisé, fils. Le maire a dit des choses si merveilleuses sur toi lors de la réunion municipale. Alex baignait dans tout cela avec une fausse modestie, racontant ses accomplissements comme s'il se présentait à une élection. Je me contentais de manger, offrant de temps en temps un « c'est super » ou « tant mieux pour toi ». Mes réactions neutres le rendaient clairement fou. Il voulait que je me défende, que j'argumente, que je montre de la faiblesse. Je n'allais pas lui donner cette satisfaction. Puis maman s'est tournée vers ma cousine Maya et a dit « Ça doit être intéressant ce que tu fais, Cameron. » Tous ces voyages. Avant que je puisse répondre, maman est intervenue « Oh, Maya, ne te fatigue pas à demander. Il ne te dira rien. C'est un grand secret. » Pas comme Alex, qui partage tout avec sa famille. Le silence qui a suivi était assez lourd pour faire s'effondrer la table. Grand-mère a lancé à maman un regard qui aurait pu faire fondre l'acier, mais le mal était fait. À travers la fenêtre de la salle à manger, j'ai aperçu un mouvement. Une silhouette qui se détachait des ombres de l'autre côté de la rue près d'un chêne. Puis j'en ai repéré une autre près du coin. Deux d'entre elles positionnées comme si elles mettaient en place un périmètre. Ce n'était pas juste un dîner. C'était une opération. « Excusez-moi », ai-je dit en repoussant ma chaise. « J'ai besoin de prendre l'air. » Maman a froncé les sourcils. « Cameron, nous sommes en plein dîner. Ne sois pas impoli. » Juste un moment, ai-je répondu, mon ton ne laissant aucune place à la discussion. Dehors, j'ai fait un étirement décontracté comme si je me défaisais d'une crampe due au trajet. En le faisant, j'ai scanné la rue. La berline sombre était toujours là, et je pouvais maintenant confirmer la présence de deux officiers en position, jeunes, nerveux, clairement des adjoints d'Alex. Ils n'essayaient pas d'être invisibles, juste assez discrets. Mon frère avait mis en place un périmètre autour de la maison de grand-mère. Ce n'était plus du drame familial. C'était l'utilisation de ressources officielles pour une vendetta personnelle. Je suis rentré à 18h23. Mon visage soigneusement neutre. En m'asseyant, maman m'a fixé du regard, « Tu es toujours si secret, Cameron. Tu disparais pendant des années. On entend à peine parler de toi. Ton frère est un livre ouvert. Il sert cette ville. Qu'est-ce que tu fais de si important que tu ne puisses même pas le dire à ta propre famille? » C'est compliqué, maman, ai-je répondu calmement. C'est compliqué, a répété Alex avec un rire dur. C'est la réponse à tout, n'est-ce pas? Pour les anniversaires manqués, pour les dernières semaines de papa, pour tout ce qui compte. Ça suffit, Alex, a dit grand-mère sèchement. Mais Alex l'a balayé d'un geste, non, ça ne suffit pas. Pendant des années, on a tous accepté le travail mystérieux de Cameron, sa vie importante. On a tous fait semblant que c'était normal, que c'était acceptable qu'il disparaisse et nous laisse ici. Il s'est levé de toute sa hauteur, projetant son ombre sur la table. Il mesurait au moins 1,88 mètres maintenant et il utilisait chaque centimètre pour intimider. Il a pris un verre de vin et l'a tapoté délibérément avec une cuillère. 3 coups nets. Le son a traversé la pièce comme le marteau d'un juge. Tout le monde a arrêté de manger, arrêté de parler, arrêté de respirer. En fait, a-t-il dit, sa voix passant à ce ton mesuré et autoritaire qu'il utilisait probablement lors des conférences de presse, je pense qu'il est temps, grand temps même, que nous découvrions tous exactement ce que mon petit frère a fait pendant toutes ces années. Parce que je n'ai pas seulement réfléchi, les amis. J'ai fait des recherches sérieuses au cours des 6 derniers mois. J'ai appelé quelques faveurs, posé des questions difficiles, dépensé un peu d'argent, et ce que j'ai trouvé est bien, disons que c'est toute une histoire. Le genre d'histoire qui change tout. Ses yeux se sont verrouillés sur les miens et je l'ai vu clairement maintenant. La fin pour ce moment. Il préparait cela depuis des mois, peut-être plus longtemps. Ce n'était pas un dîner de famille. C'était une exécution publique, et il avait invité tout le monde à regarder. Voici où ça devient intéressant. Alex s'est baissé et a saisi un épais dossier en papier craft que j'avais remarqué plus tôt sur la table d'appoint. Il l'a claqué au centre de la table du dîner avec un bruit sourd dramatique qui a fait sursauter tout le monde. J'avais des doutes, a-t-il commencé, en faisant les 100 pas derrière sa chaise comme un procureur. Mon frère, l'homme militaire. Travail secret,
travail important. Ne peut pas en parler. Très impressionnant, mais aucun détail, aucune promotion que nous pourrions célébrer, aucune histoire, juste des titres de poste vagues qui lui permettent de rester loin de nous. Il a laissé cela flotter dans l'air, empoisonnant la pièce. Alors j'ai fait ce que n'importe quel frère inquiet ferait. J'ai engagé un détective privé. Un hoquet collectif a parcouru la table. La main de maman a volé jusqu'à sa bouche. Un bon, en plus, a continué Alex en ouvrant le dossier. Un gars nommé Markham que j'ai envoyé à DC pour vérifier la vie de Cameron. Et ce qu'il a trouvé est juste ici. Il a commencé à sortir des photos de surveillance, les jetant sur la table, moi entrant dans mon immeuble, moi rencontrant un collègue dans un parc, puis d'autres photos, des cartons livrés à mon adresse avec des marquages gouvernementaux. Ces cartons, a dit Alex en les montrant du doigt, contenaient des biens gouvernementaux restreints, de l'électronique haute technologie, du matériel de communication, des choses qu'un officier légitime aurait sur une base sécurisée, pas dans un appartement civil. Puis il a sorti des papiers. Et voici le vrai coup de grâce. Mon enquêteur a obtenu des copies de documents provenant de l'appartement de Cameron. Des relevés financiers, des communications cryptées, des briefings de mission. Il en a tenu un en l'air. La plupart étaient noircis, mais l'entête indiquait OSD Classified. J'ai fait passer son dossier de service par quelques canaux détournés, a menti Alex avec aisance. L'armée n'a aucune trace d'un capitaine Cameron Caldwell affecté à une unité de renseignement de haut niveau. Un dossier de service basique, bien sûr, mais ensuite tout devient noir comme si quelqu'un avait créé une fausse identité. Il s'est penché en avant, les mains à plat sur la table. Vous voyez, mon frère n'est pas un agent secret. C'est un imposteur. Il a utilisé un passé militaire de bas niveau pour acquérir des biens gouvernementaux, probablement pour les revendre sur le marché noir. Il vit dans le mensonge, financé par du vol de mérite militaire. Il m'a regardé avec un sourire triomphant. C'est fini, Cameron. Je sais ce que tu es. La pièce était morte de silence. Ma famille, qui me connaissait depuis toute ma vie, me regardait comme si j'étais un dangereux inconnu. Ils n'ont pas remis en question les énormes trous logiques de sa théorie. Ils voyaient simplement le chef de la police confiant avec son dossier plein de preuves, et ils l'ont cru. Alors, a dit Alex, sa voix passant à un ton officiel, en tant que principal officier chargé de l'application de la loi de ce comté, il est de mon devoir d'agir. Il a commencé à faire le tour de la table vers moi. Ma cousine assise à côté de moi s'est vraiment reculée, tirant sa chaise comme si j'étais contagieux. Cameron Caldwell, a annoncé Alex. Je vous place en état d'arrestation pour usurpation d'identité d'un officier fédéral et vol de biens gouvernementaux. Il était maintenant derrière moi. Je n'ai pas résisté quand il a saisi mon bras gauche et l'a tiré en arrière. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense, a-t-il demandé, sa voix basse et suffisante près de mon oreille. J'ai légèrement tourné la tête. Es-tu sûr d'avoir l'autorité pour ça, Alex? La question l'a pris au dépourvu. Quoi? Ce sont des crimes fédéraux, ai-je dit calmement. Pendant une fraction de seconde, le doute a traversé son visage, mais son ego l'a écrasé. Ne me fais pas la leçon sur la loi, imposteur. Dans le vrai monde, c'est moi qui commande. C'est là qu'il a sorti les menottes. La première s'est refermée sur mon poignet gauche à exactement 18h47. Alors qu'il tendait la main vers mon autre bras, ma main droite s'est déplacée vers ma ceinture. Il y a un petit bouton presque invisible cousu dans la couture latérale. Une balise d'urgence personnelle. Équipement standard pour les missions d'infiltration profonde. Je l'ai maintenu enfoncé pendant 3 secondes complètes. Une légère vibration contre ma peau a confirmé que le signal avait été envoyé. C'était un cri silencieux à l'aide, transmis par satellite et routé directement vers Fort Claiborne, à 47 miles de là. La deuxième menotte s'est refermée à 18h48. Temps de réponse standard pour une alerte d'agent compromis en environnement domestique, 12 à 15 minutes. Alex m'a tiré sur mes pieds. Allons-y, a-t-il dit en me poussant vers la porte. Tu pourras tester tes théories juridiques depuis une cellule de prison. Être escorté menotté à travers la maison de ta grand-mère est une humiliation particulière. Tous les regards me suivaient, mais personne ne parlait. Le silence était un verdict. Coupable. Maman se tenait près de la cheminée, les bras serrés autour d'elle, le visage ne montrant rien d'autre qu'une déception de martyr.
Elle voulait une raison pour justifier son récit de moi en fils ingrat, et Alex le lui avait emballé cadeau. Oncle Robert secouait lentement la tête. Je savais qu'il ne valait rien, a-t-il marmonné assez fort pour que je l'entende. Maya fixait son assiette, incapable de me regarder. Elle savait que c'était mal, mais elle avait trop peur de parler contre l'enfant prodige de la famille. La seule personne qui a croisé mon regard était grand-mère. Elle se tenait près de la porte, les mains jointes. Alors qu'Alex me poussait devant elle, ses yeux ont rencontré les miens. J'y ai vu du regret, mais aussi de l'espoir. Elle m'avait prévenu qu'il préparait quelque chose. Maintenant je comprenais. Elle avait voulu que cela arrive. Elle voulait que son poison soit exposé au grand jour, peu importe à quel point c'était laid. Ce n'était pas seulement mon combat. C'était aussi le sien. Dehors à 18h52, les deux adjoints que j'avais repérés plus tôt ont surgi des ombres. Des jeunes, peut-être 24 ans, clairement en admiration devant leur chef. « Mettez-le dans la voiture », a ordonné Alex. Ils ont ouvert la portière arrière de la voiture de patrouille à 18h53. L'un d'eux a mis sa main sur ma tête, procédure standard, et m'a guidé sur la banquette arrière. Alex s'est penché par la fenêtre ouverte. Tu auras beaucoup de temps pour réfléchir à l'endroit où tout a dérapé. Peut-être que tu apprendras enfin qu'on ne peut pas construire une vie sur des mensonges. L'ironie était étouffante. Il me faisait la leçon sur l'honnêteté alors que toute son identité était construite sur le fait d'être le gros poisson dans une petite mare. J'ai regardé ma montre. 18h54. 10 minutes depuis que j'avais appuyé sur le bouton. Mon cœur était stable. Ma respiration régulière. Dans mon métier, on apprend à attendre. On apprend à faire confiance à son entraînement et à son équipe. L'attente est la partie la plus difficile, mais c'est aussi là qu'on gagne ou qu'on perd. Alex pensait qu'il avait déjà gagné. Il n'avait aucune idée que le peloton d'exécution était déjà en route. À 19h, 12 minutes après avoir envoyé le signal, ça a commencé, non pas avec des sirènes, mais avec quelque chose de bien plus intimidant. Le bourdonnement bas et synchronisé de puissants moteurs se déplaçant à grande vitesse. Deux paires de phares ont percé l'obscurité au bout de la rue. Pas clignotants, juste des faisceaux blancs perçants. Ce n'étaient pas des voitures de police. C'étaient de gros SUV noirs. Modèle gouvernemental, le genre sans chrome qui semblait absorber la lumière. Ils n'ont pas ralenti. Ils ont accéléré, convergeant vers la maison depuis les deux extrémités de la rue dans un mouvement de tenaille parfait. Ils ont freiné dans un crissement à 19h01, bloquant complètement la route, leurs phares clouant la voiture de patrouille d'Alex dans une lumière brillante et inévitable. Alex s'est redressé, plissant les yeux. « C'est quoi ce bordel ? Je n'ai pas appelé de renfort. » Les portières se sont ouvertes simultanément. Des hommes en tenue tactique noire en sont sortis, armés de fusils à canon court. Ils se déplaçaient avec une fluidité et une efficacité terrifiantes. Ce n'étaient pas des policiers. C'étaient des agents fédéraux. Ils ont établi un périmètre autour de la maison en quelques secondes, se déplaçant comme un seul organisme. Les deux jeunes adjoints se sont figés, les mains près de leurs armes de poing. Ils étaient largement surpassés. Du SUV de tête, un homme en costume est sorti. Il s'est dirigé directement vers Alex, ses pas résonnant dans le silence soudain. « Êtes-vous le chef Alex Caldwell » a demandé l'homme, sa voix plate. Alex a gonflé la poitrine. « C'est moi. »« Et vous êtes qui ?»« C'est ma scène de crime. »« Identifiez-vous. » L'homme a levé ses accréditations. « Agent spécial Rollins, Fédéral Bureau of Investigation. » Ce n'est plus votre scène de crime. C'est désormais une affaire de sécurité nationale. Éloignez-vous du véhicule. Sécurité nationale, a ricané Alex, bien que l'incertitude se soit glissée dans sa voix. Ne soyez pas ridicule. J'ai un imposteur fédéral en garde à vue. C'est une affaire locale sous mon contrôle. Les yeux de l'agent Rollins étaient comme de la glace. Vous avez commis une grave erreur, chef. Une très grave erreur. Il a fait un signe de tête à deux agents qui se sont approchés d'Alex. Ils ne l'ont pas brutalisé. Leur mouvement était propre, clinique. L'un a pris son arme de poing dans son étui pendant que l'autre lui guidait les mains derrière le dos. « Qu'est-ce que vous faites ?» a bafouillé Alex.
Alex, vous ne pouvez pas faire ça. Je suis le chef de la police. Votre autorité s'arrête là où commence la loi fédérale, a dit Rollins calmement, comme s'il expliquait des règles à un enfant. Il s'est approché de la voiture de patrouille et a ouvert ma portière. Il m'a regardé, puis les menottes, puis s'est tourné vers l'un des adjoints stupéfaits. Donnez-moi la clé. Le gamin a tâtonné pour la trouver, les mains tremblantes. Rollins l'a prise, a déverrouillé mes menottes et m'a aidé à sortir. Monsieur, êtes-vous blessé, a-t-il demandé. Je vais bien, Rollins, ai-je dit en me frottant les poignets. Nous nous étions croisés lors d'une force opérationnelle conjointe il y a quelques années. Alex regardait, la mâchoire pendante. La vue d'un agent fédéral de haut niveau me traitant avec déférence, en m'appelant « Monsieur », avait court-circuité son cerveau. Mais le vrai séisme était sur le point d'arriver. La portière arrière du SUV de tête s'est ouverte à 19h03. L'homme qui en est sorti était dans la fin de la cinquantaine, grand et large d'épaules, avec des cheveux argentés. Il portait l'uniforme classe A d'un général de l'armée des États-Unis. Sur sa poitrine brillait une constellation de rubans et de médailles. Sur ses épaules, 2 étoiles d'argent. Le major général Marcus Delaney, mon commandant, un homme qui rend directement compte au chef d'état-major interarmé. Il est passé devant les agents tactiques, ses bottes claquant sur l'asphalte. Il n'a pas regardé Alex, ni les adjoints, ni les voisins maintenant penchés aux fenêtres. Ses yeux étaient fixés sur moi. Il s'est arrêté à 2 pieds devant moi et a levé la main dans un salut militaire net et parfait. Général Caldwell, a-t-il dit, sa voix un baryton bas et puissant qui portait une autorité absolue. Nous avons reçu votre signal. Êtes-vous en sécurité? Le titre a flotté dans l'air comme une explosion. Général Caldwell. L'agent Rollins et les autres agents fédéraux se sont mis au garde à vous. Les 2 jeunes adjoints avaient l'air sur le point de s'évanouir, et Alex, mon frère, le tout-puissant chef de la police, son visage s'est effondré. L'arrogance, le triomphe, la certitude, tout s'est évaporé, remplacé par une confusion pâle et malade. Le frère qui l'avait arrêté comme un imposteur était un général 2 étoiles dans le renseignement militaire. Dans la hiérarchie rigide qu'Alex vénérait, je le surpassais d'un niveau qu'il ne pouvait même pas comprendre. Le général Delaney a abaissé son salut. Rollins, a-t-il dit sans détourner les yeux de moi. Rapport. Le sujet est en sécurité, général, a répondu Rollins. L'officier local a été neutralisé. Il a été identifié comme le frère du sujet. Delaney s'est enfin tourné vers Alex, son regard portant le poids d'une avalanche. Chef, a-t-il dit, le titre dégoulinant de mépris. Il a fait un geste vers les agents. Il est par la présente relevé de ses fonctions et placé en garde à vue fédérale. Il ne doit pas quitter le comté en attendant une enquête complète. Sortez-le de ma vue. Les agents ont commencé à emmener Alex. Il a enfin retrouvé sa voix. Un couinement pathétique. Mais je ne savais pas. C'est mon frère. Je pensais qu'il mentait. J'essayais de protéger ma ville. Delaney s'est avancé vers lui, sa voix descendant à un murmure mortel. L'ignorance n'est pas une défense. Vous avez laissé votre jalousie mesquine et votre ego de petite ville mettre en danger un homme qui a sacrifié plus pour ce pays que vous ne pourrez jamais le comprendre. Vous n'avez pas seulement arrêté votre frère ce soir. Vous avez commis un suicide professionnel. Ils l'ont poussé dans l'arrière d'un SUV. Quand la portière a claqué à 19h06, ses yeux ont croisé les miens à travers la vitre. Pour la première fois de ma vie, j'y ai vu une peur véritable. Avec Alex parti, un calme étrange s'est installé sur la scène. Les agents tactiques maintenaient leur périmètre. À l'intérieur de la maison, la famille s'était regroupée aux fenêtres, les visages pressés contre la vitre. Delaney s'est tourné vers moi. Rentrons. Nous devons sécuriser tout matériel compromis. Alors que nous montions les marches du Porsche à 19h08, la porte d'entrée s'est ouverte. Maman se tenait là, le visage cendreux. Elle fixait les étoiles sur les épaules de Delaney, puis moi. Marcus, a-t-elle murmuré. Elle l'avait connu des années plus tôt quand lui et papa servaient ensemble. Hélène, a dit Delaney, son ton professionnel mais froid. Ça fait longtemps. J'aurais préféré que ce soit dans de meilleures circonstances. Qu'est-ce qui se passe, a-t-elle supplié. Alex a fait une erreur. Il ne comprenait pas.
Vous devez leur dire de le laisser partir. Votre fils, Alex, a corrigé Delaney sèchement, est une honte pour l'insigne qu'il porte. Il a obtenu illégalement des renseignements classifiés, les a apportés dans une habitation non sécurisée et les a utilisés pour détenir illégalement un officier général. Son erreur sera examinée par un procureur fédéral. Maman a tressailli comme si on l'avait giflé. Mais vous connaissiez Richard. Vous connaissiez notre famille. Il aurait voulu que vous protégiez Alex. Je ne connaissais pas Richard, l'a coupé Delaney. Et il aurait eu honte. Honte qu'un de ses fils ait laissé l'envie le pourrir de l'intérieur. L'agent Rollins et 2 autres sont passés devant nous pour entrer dans la salle à manger. Je les ai entendus collecter les photos et les documents. Des preuves désormais dans une affaire fédérale. Maman m'a regardé, ses yeux remplis d'une confusion désespérée qui s'est rapidement transformée en reproche. Un général? Tu es un général. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Tu as laissé ça arriver. Tu aurais pu l'arrêter. L'accusation était époustouflante dans son injustice. Même maintenant, même après tout ça, c'était ma faute. Pas celle d'Alex pour avoir organisé une prise illégale, mais la mienne pour ne pas avoir mieux géré sa jalousie. J'ai pris une profonde inspiration. L'air frais de la nuit ressemblait à la première vraie respiration que je prenais depuis des années. Pourquoi je ne vous l'ai pas dit, ai-je répété sa question calmement. Parce que vous ne l'avez jamais demandé. Pas vraiment. Bien sûr que. J'ai levé la main. Non. Vous avez demandé pourquoi je n'étais pas à la maison pour Noël. Vous avez demandé pourquoi je ne pouvais pas avoir un travail normal. Vous avez demandé pourquoi je ne pouvais pas être plus comme Alex. Vous ne m'avez jamais regardé une seule fois et demandé, Cameron, qui es-tu? Qu'est-ce qui te motive? Es-tu heureux? Vous n'avez jamais demandé pour moi. Vous vous êtes seulement plaint de ce que je n'étais pas. Je me suis approché. Ma vie est classifiée par ce qu'elle doit l'être. Le travail que je fais protège les gens, protège ce pays, protège cette famille. Que vous l'appréciez ou non, pour le faire, je dois être un fantôme. Je l'ai accepté. Mais je n'ai jamais pensé que ma propre famille essaierait de me mettre dans une tombe. Des larmes ont rempli ses yeux. Mais c'étaient des larmes d'apitoiement sur elle-même. Nous t'aimons, Cameron. Non, ai-je dit fermement. Vous aimez l'idée de moi, la version qui s'intègre dans votre vie, le fils prodigue que vous pourriez un jour accueillir à la maison. Vous n'avez jamais vu l'homme qui se tient devant vous. Ce soir l'a prouvé. J'ai regardé grand-mère qui se tenait seule près de la porte. Je lui ai adressé un petit hochement de tête triste. Elle m'a répondu de la même façon, une compréhension silencieuse passant entre nous. Le général Delaney a raison, ai-je dit en me tournant vers maman. Papa aurait eu honte. Pas de moi. De ce que cette famille est devenue. Je suis parti à 19h14, descendant les marches du porche vers le SUV qui attendait où Delaney se tenait. Je n'ai pas regardé en arrière. La portière s'est refermée, m'enfermant dans l'habitacle silencieux. Ça va, Cameron, a demandé Delaney, sa voix plus douce maintenant. Ça ira, ai-je répondu, en regardant la petite maison bleue s'éloigner dans le rétroviseur jusqu'à n'être plus qu'une lumière dans l'obscurité. Mise à jour. 8 mois plus tard. Les suites légales ont été rapides et brutales, comme regarder un tsunami détruire un château de sable. L'affaire d'Alex a été accélérée dans le système fédéral avec une vitesse qui aurait impressionné quiconque connaît la lenteur habituelle de la justice. Son titre de chef de la police ne l'a pas aidé. Au contraire, cela a rendu tout exponentiellement pire. Il était un officier de la loi qu'il avait sciemment et délibérément violé pour des raisons personnelles. Et le procureur fédéral chargé de l'affaire, une femme aux yeux perçants nommée Elena Reed, qui avait la réputation d'être absolument impitoyable avec les fonctionnaires corrompus, était déterminé à faire un exemple de lui. Son équipe de défense a tout essayé. Ils ont déposé des motions pour faire déplacer l'affaire vers un tribunal local, arguant qu'il s'agissait essentiellement d'un différend familial qui avait dégénéré et qui devrait être traité au niveau de l'État. Rejeté en 48 heures. Ils ont argué qu'Alex agissait de bonne foi sur la base des informations fournies par son enquêteur et qu'il croyait sincèrement démasquer un criminel. Reed a complètement démoli cet argument lors d'une audience préliminaire en présentant des années de vérification d'antécédents non autorisés qu'Alex avait effectués sur moi via les bases de données des forces de l'ordre. Prouvant un schéma troublant de harcèlement obsessionnel et de surveillance qui remontait presque au jour où il était devenu chef.
Elle a montré au juge des requêtes de recherche comme Cameron Caldwell Military Record, Cameron Caldwell Security Clearance Verification et Cameron Caldwell Employment Verification qu'Alex avait lancé des dizaines de fois en utilisant les ressources du département de police. Les eurodatages montraient qu'il avait vérifié sur moi au moins 2 fois par mois pendant 3 années complètes. Ce n'était pas de l'inquiétude, c'était de l'obsession. Je n'ai pas eu à témoigner en audience publique pour des raisons de sécurité. Au lieu de cela, j'ai donné mon témoignage lors d'une déposition scellée dans une installation militaire sécurisée avec le général Delaney et 2 avocats du corps des JAG présents pour s'assurer qu'aucune information classifiée ne soit compromise. La déposition a duré 4 heures. J'ai exposé les faits clairement et sans émotion, l'invitation au dîner, l'arrestation, les soi-disant preuves présentées par Alex, les menottes, la réponse fédérale. Je n'ai pas fait de commentaires. Je n'ai pas parlé de rivalité d'enfance, de jalousie fraternelle ou de dysfonctionnement familial. Les faits bruts étaient suffisamment accablants en eux-mêmes. Mais voici où ça devient intéressant. Le témoin clé qui a définitivement enterré Alex n'était ni moi, ni Delaney, ni même les agents du FBI. C'était Markham, le détective privé qu'Alex avait engagé pour fouiller dans ma vie. Il s'est avéré que Markham faisait face à ses propres ennuis judiciaires pour certaines pratiques douteuses dans d'autres affaires, et les fédéraux lui ont offert un marché qu'il ne pouvait pas refuser, un témoignage complet en échange de charges réduites sur ses propres activités. Quand Markham a pris la barre le 2e jour du procès, la salle d'audience était pleine à craquer. Des journalistes locaux, des responsables fédéraux, même des gens de Chesterfield qui voulaient voir comment leur chef de police bien-aimé s'en sortirait. Markham avait l'air d'un homme qui n'avait pas dormi depuis des semaines, ce qui était probablement le cas. Le questionnement de la procureure Reed était chirurgical. Markham s'est agité sur son siège, ajustant nerveusement sa cravate. C'était un enquêteur chevronné avec 20 ans d'expérience, et cela se voyait dans chaque mot. Ils étaient authentiques, a-t-il dit clairement, sa voix portant dans la salle d'audience silencieuse. De véritables documents de renseignement militaire classifiés. J'ai été détective privé pendant 2 décennies. On voit beaucoup de faux papiers d'identité, beaucoup de prétentieux qui jouent à se déguiser. Ce n'était pas ça. C'était du vrai. Du haut niveau, légitime, dangereux. Le genre de matériel qui envoie les gens en prison fédérale pour très longtemps. Et avez-vous communiqué cette évaluation à votre client, le chef Alex Caldwell? Je l'ai fait, a dit Markham fermement. Je l'ai appelé le soir même où j'ai terminé mon analyse. C'était vers 21h un jeudi. Je m'en souviens parce que ma femme était énervée que je travaille encore tard. Qu'est-ce que vous lui avez exactement dit? Markham a pris une profonde inspiration. Je lui ai dit, Alex, ce n'est pas ce que tu crois. Ce ne sont pas des faux documents. Ce sont de véritables documents de renseignement classifiés. Ton frère est le vrai. Tu dois arrêter cette enquête immédiatement. Brûle ces dossiers. Fais comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu ou tu vas t'attirer un monde d'ennui et probablement détruire ta carrière dans le processus. La salle d'audience était morte de silence. Et quelle a été la réponse du chef Caldwell à ton avertissement? L'expression de Markham s'est assombrie d'une frustration encore vive. Il m'a ri au nez. Il a vraiment ri. Puis il m'a traité de lâche et a dit que je n'avais pas l'estomac pour le vrai travail de police. Il a dit, et je cite parce que je l'ai noté après, je vais être un héros, Markham. Je vais exposer la plus grosse fraude de l'histoire de ce comté. Tu liras mon nom dans les journaux et tu regretteras de ne pas avoir eu le courage d'aller jusqu'au bout. Reed a laissé cela flotter dans l'air un long moment. Pour être absolument clair, vous avez explicitement averti le chef Caldwell que poursuivre cette affaire pouvait avoir de graves conséquences légales? Plusieurs fois, a confirmé Markham. Je l'ai appelé 3 fois distinctes pour essayer de le convaincre d'abandonner. Lors du dernier appel, je lui ai dit que je ne voulais plus participer à l'enquête et que je me lavais les mains de toute cette affaire. Il m'a dit que j'étais viré et qu'il s'en occuperait lui-même à partir de là. L'avocat de la défense a essayé de sauver les meubles lors du contre-interrogatoire, en suggérant que Markham ne témoignait que pour se sauver lui-même, mais les dégâts étaient catastrophiques. Alex n'avait pas seulement fait une erreur. Il avait été explicitement averti par un professionnel et avait quand même continué par pur ego. Le procès a duré 3 jours au total. L'accusation a présenté 17 témoins, dont 3 agents du FBI, 2 officiers du renseignement militaire, et même le garde de sécurité de mon immeuble, qui a témoigné sur les protocoles de ma résidence.
La défense a appelé 4 témoins de moralité de Chesterfield qui ont parlé de quel grand chef Alex avait été, comment il avait réduit la criminalité et amélioré les relations avec la communauté. Rien de tout cela n'a compté. Le jury a délibéré pendant moins de 2 heures avant de rendre son verdict. J'étais au fond de la salle d'audience quand ils ont fait entrer Alex pour la condamnation. Il avait perdu du poids, il était pâle et brisé dans sa combinaison orange. Le juge a prononcé une peine de 12 ans de prison fédérale. Minimum 5 ans avant l'éligibilité à la liberté conditionnelle, interdit à vie de posséder des armes à feu ou d'occuper une fonction publique. Conseil psychiatrique obligatoire. Maman n'était pas là. Elle ne supportait pas de voir son enfant prodige enchaîné. Le seul membre de la famille présent était grand-mère. Elle était assise le dos droit, le visage impassible. Alors qu'ils emmenaient Alex, elle a fermé les yeux et une seule larme a coulé sur sa joue. Ce n'était pas pour l'homme qui allait en prison. C'était pour le petit garçon qu'il était autrefois et pour la famille qu'il avait brisée. Dernière mise à jour. 2 ans plus tard, la vie a continué. L'incident a nécessité un changement dans mon statut opérationnel. Ma couverture avait été compromise dans certains cercles, ce qui a conduit à une promotion vers un rôle plus stratégique au Pentagone. Je n'étais plus sur le terrain. Je dirigeais ceux qui y étaient. Alex m'a écrit des lettres depuis la prison. Les premières étaient pleines de rage et de reproches. Puis elles sont devenues des suppliques désespérées d'aide. Les dernières étaient des tentatives décousues d'introspection. J'ai lu la première, j'ai survolé la seconde, et j'ai brûlé les autres sans les ouvrir. Il n'y avait plus rien à dire. Mon seul contact avec Chesterfield passe par grand-mère. Nous parlons toutes les quelques semaines. Elle ne mentionne jamais Alex ni maman. Nous parlons de son jardin, de livres, du temps qu'il fait. C'est notre accord tacite pour construire quelque chose de nouveau. J'ai aussi commencé à voir un conseiller sur la base. Suggestion de Delaney. Lors d'une séance, un souvenir a refait surface. J'avais environ 10 ans, je travaillais sur un modèle d'avion avec papa. Quand j'ai terminé, il l'a tenu en l'air et a dit, « Tu vois, Cameron, tu as l'esprit d'un stratège. Tu vois l'ensemble du tableau. C'est une forme de force différente. » Alex se tenait dans l'embrasure de la porte, revenant de l'entraînement de football, tenant un trophée. Il avait entendu ce que papa avait dit. J'ai vu l'expression sur son visage, l'éclair de douleur, d'être négligé. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Alex avait été le héros, le fort, le protecteur. Mais papa avait loué mon esprit. Alex ne l'a pas supporté. Il a passé le reste de sa vie à essayer de prouver que ma force était un mensonge. Il n'avait pas seulement été jaloux de ma carrière. Il avait été jaloux d'une seule phrase prononcée il y a 30 ans dans un garage. Il s'était construit une prison de ressentiment bien avant que le gouvernement fédéral ne lui en construise une physique. Assis dans ce bureau, je n'ai pas ressenti de colère envers mon frère. Pour la première fois, j'ai simplement ressenti une pitié profonde. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, il lui reste environ 9 ans et 4 mois à purger dans un établissement correctionnel fédéral en Pennsylvanie. Maman ne me parle toujours pas, et honnêtement, ça me va. Le silence est mieux que les culpabilisations. Oncle Robert a même publié une tribune dans le Chesterfield Gazette pour me renier publiquement et défendre Alex, ce qui était hilarant compte tenu qu'il n'a aucune pertinence dans ma vie et que personne en dehors d'un rayon de 80 km n'a jamais entendu parler de lui. Maya m'a contacté environ 6 mois après le procès pour s'excuser de ne pas avoir parlé ce soir-là. Et maintenant nous prenons un café quand je suis dans le coin 1 ou 2 fois par an. C'est vraiment quelqu'un de bien. Elle avait simplement peur d'aller contre le courant familial. YouTube vient de sortir cette nouvelle fonctionnalité Hype. Si cette histoire t'a accroché, appuie sur ce bouton Hype. Ça dit à YouTube, cette vidéo mérite d'exploser.